Après avoir joué avec conviction La mariée est trop belle, Bébé a donné à Saint-Tropez une seconde version de En effeuillant la Marguerite. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Attendons la suite. Une nouvelle aubaine, et quelle aubaine? Depuis que le Festival de Cannes a été inauguré au lendemain de la guerre, l'image des artistes sur la Riviera est désormais liée aux destinées du cinéma. Chaque année, des personnalités du monde des arts se mêlent à la jet set, les célébrités à court du monde entier, toujours plus nombreuses. Sur ce prestigieux défilé, l'académicien Jean Cocteau précède la Begum Aga Khan. Et si la délégation soviétique ne passe pas inaperçue, que dire de la dernière née des super vedettes américaines, Kim Novak? C'est à elle seule tout un festival. Déjà en 1895, un train scellait à tout jamais les débuts d'une grande histoire d'amour entre la Côte d'Azur et le cinéma, avec Marcel et Madeleine Keller, Jeanne-Joséphine et Suzanne Lumière en vedette américaine. C'était l'entrée en gare de la Ciotat, première projection publique des frères Lumière. Plus tard, les studios de la Victorine à Nice accueilleront nombre de cinéastes de renommée, comme Marcel Carnet qui y tournera Les Enfants du Paradis. Alors, ne dites rien. Laissez-moi espérer. C'est ça. Je vais me taire et vous allez parler tout seul. Et comme vous êtes ému, bouleversé, vous allez encore dire des banalités. Les diamants, les chevaux, la bricole, la voile, et puis le harnais. La grande vie, quoi. 173e. Pourquoi voulez-vous que je dise oui, puisque ça ne me fait pas plaisir? Top, ça va. Mais bien avant Arletty, c'est un autre paradis que découvrent les artistes sur la Riviera au siècle dernier. Après les écrivains comme Mérimée ou Maupassant, qui cinglent toute voile dehors à bord de son yacht Le Bel Ami, les peintres débarquent à Saint-Tropez, fascinés par sa lumière. Paul Signac s'installe à la Villa La Une en 1892, bientôt suivi par de nombreux peintres comme Boursingot, Moreau, Dunoyer de Ségonzac, Matisse, Bonnard. Comme Signac, inventeur du pointillisme, Cros juxtapose les teintes pures qui forment des touches de couleurs lumineuses et vibrantes. Dunoyer de Ségonzac envoie des lettres enflammées à ses amis parisiens. Nous avons vécu et travaillé tout l'été dans cette merveilleuse lumière provençale qui fut pour nous une révélation. À Paris, on se moque de ces fous, on leur rétorque sur un ton moqueur. Alors, vous êtes allés passer l'été au Sahara? Il faut dire qu'à l'époque, la Riviera n'est fréquentée par les estivants que pendant la saison d'hiver. Dunoyer de Ségonzac restera toute sa vie fidèle à Saint-Tropez. Cet homme qui marche dans le chemin s'appelle André Dunoyer de Ségonzac. Nous le voyons chez lui à Saint-Tropez, où il demeure depuis plus de 50 ans. Lorsque, se retournant, il regarde la ville au pied de sa colline, l'image qu'il voit se confond dans son esprit avec certaines de ses peintures. Les peintres se retrouvent chez Frédéric, un vieux café situé sous l'hôtel Sub, près du port. Mais c'est bien après la Première Guerre mondiale que commenceront à arriver de nouveaux estivants célèbres qui lanceront la première mode de Saint-Tropez. L'engouement de Saint-Tropez vient évidemment de la fréquentation de cette cité un petit peu extraordinaire où l'on ne passe pas. On y va et on revient. Il n'y a pas de route qui permette de continuer. On y découvre cachées, modestes, des demeures illustres, telles celles où habita Colette, la romancière Colette. Les chats familiers y perpétuent le souvenir de celle qui écrivit, entre autres, La chatte et le dialogue des bêtes. Tu m'as dit que tu savais être une oisive totale. Qu'est-ce que tu appelles ne rien faire? Ne rien faire? Il y a tant de manières de ne rien faire. J'en ai beaucoup. L'oisiveté, c'est aussi un métier. Mais je te dirais que ce n'est pas une chose dont nous puissions parler utilement maintenant parce que toi, tu as une espèce de névrose du travail et de l'invention. Moi, j'ai bien de l'oisiveté, mais tu sais, pour l'oisiveté, il faut être pris tout petit. Elle était en train de se promener pour acheter cette ville-là lorsqu'elle demande le nom au propriétaire qui lui dit un nom assez compliqué. Elle était sous une treille à côté du puits.
Et elle dit, bon, ben, je l'appellerai la treille muscate. Colette restera 8 ans dans sa maison de la Treille Muscate, qui sera également le titre d'un de ses livres. À la veille de la guerre, exaspérée par les touristes qui ne cessent de l'alpaguer sur le port, à la recherche d'autographes, elle revendra sa maison à Charles Vanel. Elle quitte alors cette côte d'Azur qu'elle a tant aimée et les célébrités qu'elle y a connues comme la belle Otero, la grande mondaine de la Riviera. Colette a très bien parlé d'elle et elle lui raconte cette anecdote. La belle Otero aimait bien faire à manger et elle avait invité Colette, qui à l'époque n'était pas encore écrivain ou débutante et qui se demandait aussi comment elle allait faire pour gagner sa vie, parce que Colette, elle n'a pas été loin d'être aussi... Bon, elle a dansé nue, elle a fait du cabaret. À un moment donné, elle aurait pu aussi tourner vers cette galanterie rémunérée. Et donc, la belle Otero lui explique, Colette le raconte très bien, que les hommes, il faut les prendre et les presser. Et alors, Colette raconte comment elle serrait le poing, comme ça, et elle serrait, tant que ça tombe, l'argent, et puis après tu lâches, tu passes à un autre. Ça, c'est la belle Otero. Mais ce qui est bien sur cette femme, c'est qu'elle a toujours continué quand même à exercer un simulacre de métier. C'est-à-dire, elle était comédienne. Et elle a joué beaucoup de fois. Elle a chanté, elle a même chanté Carmen au Casino de Monte-Carlo. Bienvenue à la maison, dans cette maison qui a tout le charme du 19e, enfin de la fin du 19e siècle et du début de ce siècle. Alors ici, nous avons de merveilleuses fresques de Paul Gervais, les Trois Grâces. Vous avez Liane de Pougy, Karine Otero et Claude Mérode. Vous les voyez ici à l'apogée de leur beauté. Les Trois Grâces avaient été un sujet qu'il a développé en 1910 pour la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Paul Gervais, ensuite, en 1920, est venu donc dans cette maison. Il a repeint ces Trois Grâces, je crois que là il a affiné son art, et maintenant je vous les montre dans la splendeur de leur jeunesse. Évidemment, en voyant ces jeunes femmes, on ne peut qu'évoquer aussi un des éléments importants de la principauté, c'était les ballets de Monte-Carlo. À l'époque, les décorateurs étaient Picasso, Braque, Derain, Dali. Les chorégraphes, Nijinsky, sa sœur, Agnès Demille, de la famille du producteur, Diaghilev, il y avait Stravinsky à la direction, Pierre Monteux lorsqu'il passait, et les plus grands danseurs. C'était vraiment l'époque, je pense vraiment l'époque dorée. Monte-Carlo, le Monte-Carlo des entre-deux-guerres, c'était la plus belle époque de Monte-Carlo, où tous les talents se rencontraient, se côtoyaient et se conjuguaient, puisqu'on avait les plus grands danseurs, les plus grands chorégraphes et les plus grands décorateurs. Voici un très beau poster qui illustre bien l'histoire des ballets de Monte-Carlo, puisque nous avons Makarova, Dolin, Yolanda Lacca, John Gilpin, qui était le mari de la princesse Antoinette, et Toumanova. Et Yolanda Lacca était à la base du premier grand scandale au ballet de Monte-Carlo, puisque toute jeune ballerine, je crois qu'elle avait 13 ans ou 14 ans, elle est arrivée ici pour danser le pas de 4 dans le lac des Cygnes. Et le soir de la première, il y avait des grands-ducs dans la salle, toute la famille princière, c'était très brillant. Nijinsky était dans la salle. Elle a décidé tout d'un coup de faire une petite variante, et lorsque les 4 ballerines sont arrivées sur la scène enlacées, elle a lâché ses 3 camarades et elle est partie dans un solo. Elle a traversé la scène, elle a fait son petit solo en se disant « c'est mon heure de gloire, ça y est, je vais être célèbre ». Et elle est retournée dans les coulisses où l'attendait un Fokine rouge de rage. Et évidemment, M. Blum, à ce moment-là, a dû sévir contre cette toute jeune fille de 14 ans qui a été privée de cachet et de rôle pendant une année. Ja, et wham!